Bonjour chers amis, cette vidéo devait porter sur les bavurages. Qu'est-ce que les bavurages? C'est tout simplement quand il reste des morceaux de grappe, comme ici, on prend le scalpel et on enlève les morceaux de grappe comme ça. Mais cette technique des bavurages a un risque, c'est un risque de blessure. Et donc, j'ai fait cette vidéo uniquement sur les conséquences possibles des blessures suite à les bavurages. Donc, comme cela dure 15 minutes, cette vidéo ne va être que médicale. Comme toute activité, comme toute passion, il y a des risques. L'activité de maquettiste est quand même une activité où il y a moins de risques possibles, comparé au jardinage, au bricolage et même à la cuisine, il y a des risques aussi. Ils sont rares, mais pour le maquettisme, c'est pareil. Mais même si ces risques sont très rares pour le maquettisme, le risque de se blesser avec le cutter, bon, ça peut arriver, ça engendre pas des catastrophes, mais toute plaie peut engendrer des complications, même si c'est rare. Donc, avant d'aborder la technique proprement dite de l'ébavurage, je vais aborder les différents produits de protection au cas où vous avez une plaie. Les risques de surinfection que je vais décrire sont extrêmement rares et ils n'ont pas pour but effectivement de vous repousser de l'activité de faire des maquettes. Comme je l'ai dit, ces risques sont inhérents à toute activité, la plus simple soit-elle. Mais il vaut mieux s'en prémunir. Donc, avant d'aborder le traitement des coupures superficielles par cutter de la main, les coupures profondes nécessitant un passage aux urgences, je vais déjà mettre fin à certaines légendes urbaines, voire même rurales. Pour beaucoup, une petite blessure, c'est pas grand-chose, on la nettoie, on met un pansement, puis c'est fini. Par exemple, si je vois ma main, ici, là, vous voyez, je me suis fait une petite blessure ici. Bon, c'est en train de cicatriser, il n'y a pas de problème, c'est terminé. Le problème, c'est que parfois, cela peut dégénérer. Voici une main avec un érysipèle. Vous voyez que la main est rouge et gonflée. Et quelle était la petite blessure de départ? Elle était ici. Donc, elle n'a pas été traitée correctement et donc il y a eu une infection sous-cutanée qui a pris toute la main. Et là, donc, c'est un traitement, il faut quand même passer par les urgences. Il y a un traitement intraveineux à faire et voire un relais en comprimé par des antibiotiques. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on soigne ça artisanalement et qu'on se dit que ça va se passer? On va passer au stade suivant qui est la fasciite nécrosante. Là, c'est beaucoup plus grave. Bon, là, ce monsieur aura besoin d'une greffe de peau. Et même, je ne sais pas s'il va retrouver toute la fonctionnalité de sa main. Et au pire des cas, quand les choses sont encore plus graves, il y a une amputation de la main. Donc, ne jamais négliger la moindre petite blessure superficielle. J'ai donc mis fin à la première légende urbaine qui dit que le petit bobo, c'est pas grave. Maintenant, je vais mettre fin à une deuxième légende urbaine sur les antiseptiques. Il y a plusieurs produits qu'on applique sur la peau. Je vous parle pas de ce produit-là, qui est tout simplement un anti-adhésif. C'est quand les infirmières font les pansements. Des fois, c'est des pansements assez gros et il faut les enlever avec ce produit-là. Mais ce n'est pas un antiseptique, donc on va le mettre de côté. Par contre, la plupart des personnes vont utiliser comme antiseptique de l'alcool à 70 degrés. Ce produit ne désinfecte absolument rien. Il est là uniquement pour dégraisser la peau avant de mettre un dispositif quelconque sur la peau, des pansements, un capteur pour les diabétiques, etc. Donc ça sert à dégraisser la peau uniquement, mais ça ne désinfecte pas. Et en plus, ça fait mal. Donc il est inutile de mettre ceci sur une plaie. Deuxième chose, l'eau oxygénée, c'est très bien, mais ça ne désinfecte pas non plus.
Alors c'est utilisé dans la plupart des cas. Imaginez que vous tombez sur les genoux, sur le bitume ou sur la main, vous vous faites une érosion cutanée, il va falloir désinfecter. Mais le problème, c'est qu'il va avoir plein de saletés qui étaient dans le bitume. Donc ça sert à nettoyer toutes les saletés qui étaient dans la plaie, principalement. Suivi éventuellement, si vous en avez, mais normalement, dans le chapitre sur le dégraissage, je l'ai utilisé, c'est d'avoir une pipette contenant du sérum physiologique pour continuer de nettoyer la plaie. Donc ça sert à nettoyer la plaie, mais ça ne désinfecte pas. Troisième chose, certaines personnes utilisent, croyant aussi désinfecter la plaie, de l'éosine. C'est ce qu'on appelle plus couramment le mercurochrome. Ça ne désinfecte pas. Le mercurochrome ou l'éosine sert à assécher la peau, c'est-à-dire quand les gens ont une petite plaie sointante, c'est-à-dire qu'il y a un peu de liquide transparent qui sort, ça sert à assécher la plaie. C'est utilisé par exemple par certaines personnes sur leur enfant pour assécher les lésions de varicelle. Ça finit par former une croûte, mais avant ça sointe. Donc ça sert à assécher la plaie, mais ça ne désinfecte pas. Maintenant, on va passer au véritable produit qui désinfecte. Alors, le produit phare est la bétadine. Bétadine jaune. Ça, dès que vous avez une petite plaie superficielle, n'hésitez pas à mettre de la bétadine. C'est un désinfectant. C'est le désinfectant principal. Voilà, donc la bétadine jaune, et il y a un flacon de bétadine jaune chez vous, et dès que vous faites une petite coupure superficielle au cutter, n'hésitez pas à mettre de la bétadine. On trouve dans le commerce aussi de la bétadine rouge, mais c'est plutôt pour le lavage. C'est de la bétadine un peu moussante, et c'est pour les grandes surfaces, elle est moins concentrée. Pour les gens qui vont être opérés, on leur demande aussi de se laver avec de la bétadine moussante sur tout le corps. Les chirurgiens, eux après, de façon localisée, utiliseront de la bétadine jaune. Maintenant, il y a des personnes qui sont allergiques à la bétadine car ça contient de l'iode et puis en plus ça colore la peau. Il y a un autre produit qui est tout aussi efficace, c'est la chlorhexidine. Là, vous voyez un flacon. C'est ce qu'on appelle aussi plus couramment de la biseptine. Mais la chlorhexidine et la bétadine sont les deux désinfectants. Après seulement, vous pouvez mettre un pansement sur vos plaies superficielles. Donc voilà qui met fin à la deuxième légende urbaine ou rurale. Maintenant, une troisième légende, c'est se dire que le fer rouillé donne le tétanos. Le fer rouillé n'a jamais donné le tétanos. Le tétanos vient d'un germe qui s'appelle Clostridium tetani que l'on retrouve dans la terre. Effectivement, si un fer rouillé était en contact avec la terre, comme un fer rouillé a plus d'aspérité, c'est possible que le Clostridium tetani vienne se loger dans les aspérités et c'est plus difficile pour lui dans un morceau de fer neuf. Mais ce n'est pas le fer rouillé qui donne le tétanos. Et toute coupure, même superficielle, doit vous faire vérifier vos vaccinations anti-tétaniques. Bon, c'est vrai que si vous faites des maquettes, vous n'êtes pas souvent en contact avec la terre, mais imaginons que ultérieurement dans la journée, vous avez été en contact avec la terre, vous avez fait du jardinage, votre main a touché de la terre, etc. Même si vous vous lavez très bien, il peut rester encore un peu de Clostridium tetani. Vous vous coupez avec votre cutter qui est pourtant une lame neuve. Il y a un risque faible, certes, mais il y a un risque d'avoir le tétanos. Donc, pour cette partie où vous allez utiliser le cutter dans la construction d'une maquette, il est bon de vérifier ces vaccinations anti-tétaniques. Normalement, le vaccin, c'est tous les 10 ans. S'il a plus de 10 ans, généralement, c'est préférable d'aller voir un médecin et de voir si on ne peut pas protéger par un sérum qui va protéger le temps que le vaccin agisse. Donc si vous avez un vaccin de moins de 10 ans, il faut se refaire vacciner. Bon, dans tous les cas, il vaut mieux voir le médecin. Donc, le fer rouillé ne donne pas le tétanos, c'est un germe qui vit dans la terre qui donne le tétanos. Donc là, je mets fin
à la troisième légende urbaine ou rurale. À aparté, il y a une quatrième légende urbaine. Les morsures animales, c'est sale. Et les morsures humaines, c'est propre. Il faut s'enlever ça de la tête. Alors pourquoi les gens ont peur des morsures animales? Parce que tout simplement, ils ont peur de la rage. Je comprends. Il y a plus de risques de se faire mordre par un animal enragé que par un homme enragé. Et généralement, dans nos régions, les morsures par animal enragé, c'est possible, mais c'est très rare. Bon, à part la rage, je ne vais pas parler du virus de la rage, je vais parler que de l'infection. Une morsure animale ou une morsure humaine donne le même risque d'infection. Il y a eu un cas de morsure humaine au niveau d'une main chez un monsieur. Il a traité sa morsure avec ce qu'il avait dans la pharmacie et ça a donné ce qu'on appelle un crush syndrome et on l'a amputé de la main. Donc, ceci est un aparté, mais méfiez-vous des morsures humaines. Elles sont aussi dangereuses que les morsures animales. Voilà. J'ai terminé avec ces 4 légendes urbaines. Je voudrais signaler que la plupart de ces infections peuvent être endogènes. Il existe des infections exogènes, c'est-à-dire des germes qui viennent de l'extérieur, mais ça peut être endogène dans la plupart des cas. C'est-à-dire que sur notre peau, on a de nombreux staphylocoques dorés, c'est des bactéries qui ont colonisé toute notre peau et qui finalement nous protègent contre la colonisation d'autres bactéries. Mais à la moindre blessure, elles peuvent rentrer dans le sang. Et ces staphylocoques dorés, une fois rentrés dans le sang, où elles n'ont pas leur place, peuvent donner ce genre d'infection. Généralement, ce que j'utilise moi, c'est tout simplement de la chlorhexidine en spray, c'est très pratique, et du sparadrap, et cela suffit. La chlorhexidine est remboursée par la sécurité sociale, donc si votre médecin veut bien vous la prescrire. Maintenant, au cas où vous n'aurez pas de chlorhexidine, cela peut arriver si vous êtes dans un autre endroit où il vous en manque, etc. Un des premiers désinfectants est le savon. C'est le mieux que vous pouvez faire si vous n'avez pas de désinfectant que j'ai décrit à votre disposition. Donc, bien laver la plaie au savon. Bon, là, il y a 2 savons, ça convient. Mais si vous avez du savon de Marseille, ça reste le meilleur savon contre les germes. Il y a un autre risque des coupures par cutter, qui n'est pas la surinfection. Donc, vous avez vu ce qu'il faut utiliser. Bétadine, si vous êtes allergique ou si vous n'aimez pas que votre peau soit colorée, la chlorhexidine. L'autre risque, c'est comme vous voyez, les nerfs au niveau des doigts sont très superficiels. Mais vraiment, ils affleurent à la peau. Et même si la plaie est superficielle ou légèrement profonde, ça peut sectionner ces nerfs. Donc, outre que ça peut engendrer une perte de sensibilité, des fois, le nerf peut repousser à l'intérieur de la gaine parce que c'est un nerf extrêmement simple. La moelle épinière, quand elle est sectionnée, elle peut pas repousser. C'est un organe complexe. Alors que là, c'est un simple nerf, il peut repousser à l'intérieur de la gaine. Mais, des fois, il repousse très mal et il donne ce qu'on appelle un névrome qui va donner des douleurs chroniques du doigt qui ne vont pas cesser, même avec du Doliprane. Donc, si vous sentez que lors d'une coupure, vous avez perdu la sensibilité d'une partie d'un doigt, n'hésitez pas à consulter un neurologue ou aux urgences. La prochaine vidéo portera sur la technique de l'ébavurage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant ou en cliquant sur S-Model. Un pouce bleu me ferait plaisir. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo et je vous souhaite une bonne continuation.